Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va attendre 2 petites minutes que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez aujourd'hui. Ah, on a une personne de Poitiers, de Paris, le Beaujolais, un petit peu de tout, du Amiens, du Toulouse, du Lorient. Une belle représentation. Du Chambéry. Ouais, ça continue à arriver. Paris, évidemment. Meudon. Allez, encore une petite minute, ensuite on va pouvoir démarrer. Alors, vous avez pu remarquer, hein, vous avez un onglet chat pour écrire voilà, vos petits messages, mais aussi vos questions lors de ce webinaire. N'hésitez pas à les écrire, on y répondra en priorité. Petit rappel quand même, les semaines de l'évolution professionnelle, ça commence aujourd'hui, ça se termine dans 2 semaines. C'est un événement qui est organisé par l'APEC et Avenir Acteurs, qui sont les opérateurs aujourd'hui de mon CEP, le service du conseil en évolution professionnelle à destination des salariés et des travailleurs indépendants. Voilà, pendant 2 semaines, on organise plus de 70 webinaires complètement gratuits et 100% digital. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous inscrire peut-être à d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser sur ces 2 semaines. Et sur ce, je laisse la parole à nos 2 intervenantes aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je suis Sophie Le Breton, je suis la responsable régionale Bretagne pour la promotion et le partenariat de mon CEP pour Avenir Actif. Et bonjour à tous, donc moi Mélina Desaunay et je suis conseillère en évolution professionnelle et également référente du partenariat de la promotion pour mon CEP par Avenir Actif, mais dans le Morbihan. Donc vous l'aurez compris, on est une team bretonne pour cette animation. Donc on va vous dérouler effectivement dans ce webinaire la question de la reconversion. Donc je souhaite me reconvertir, pourquoi, comment? Les dispositifs qui sont utiles et le fait de solliciter le conseil en évolution professionnelle pour être aidé et accompagné sur cette question de la reconversion. Donc quand on parle de reconversion, on parle de quoi? Pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à changer de métier. Ça peut être, le fait d'occuper un métier qui actuellement ne correspond plus ou ne satisfait plus complètement. Vous êtes contraint pour des raisons soit de santé, d'envisager une reconversion ou vous aimeriez changer tout simplement, avoir envie de faire autre chose, de la nouveauté dans la vie professionnelle. Donc toutes ces questions-là, toutes ces raisons-là peuvent alimenter effectivement un souhait de reconversion. Mais il est important de bien réfléchir et de se poser la question si, ce besoin de changement de métier, est-ce que c'est vraiment le métier ou est-ce que c'est pas le changement de contexte professionnel qui pourrait apporter une réponse à ce souhait de changement? Alors les questions à se poser: qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer de métier? Donc on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement le métier que vous exercez à ce jour ne vous satisfait plus? Qu'est-ce qui vous manque? En quoi le métier ou l'emploi actuel ne répond plus donc à vos attentes, soit en termes d'aspiration, soit en termes de motivation, en termes de
d'aspect économique, de salaire. Quelles sont vos envies? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger, changer? Et existe-t-il une alternative à un changement complet de métier? Est-ce que, effectivement, un repositionnement professionnel pourrait être envisagé, dans un autre contexte? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir donc de changer de métier? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? On l'a vu. En quoi mon métier ou mon emploi actuel ne répond plus à mes attentes? Quelles sont mes envies? Existe-t-il une alternative à un changement de métier? Il faut vérifier effectivement que la reconversion est bien la bonne réponse à votre situation et à vos besoins. Et avoir effectivement, déjà se poser la question: «Est-ce que j'ai des idées? Est-ce qu'il y a des choses effectivement, qui m'intéressent? Est-ce que, je souhaite un métier en lien avec, mon intérêt professionnel? Est-ce que je souhaite un métier avec de l'emploi près de chez moi? J'ai, une idée précise de métier, ou je n'ai pas d'idée?» Donc toutes ces questions-là, il faut effectivement se les poser pour pouvoir répondre à cette question, en quelque sorte, pour la première étape, à savoir est-ce que j'enclenche une reconversion ou pas? Donc il y a différents temps, dans cette réflexion. Donc il y a des étapes, qu'on retrouve, alors pas forcément c'est pas forcément une démarche linéaire, mais en tous les cas, quand on se pose la question d'une reconversion professionnelle, c'est intéressant de pouvoir réaliser un état des lieux un petit peu de la situation, de pouvoir, travailler sur, identifier ses compétences, identifier, les centres d'intérêt. Sophie l'évoquait tout à l'heure, ses propres ressources, on parle, de ressources, voilà, soft skills, les qualités, c'est ce qu'on met derrière les ressources. Peut-être aussi se poser la question, des valeurs, c'est ce qu'il y a derrière les aspirations. Est-ce que j'ai besoin, d'avoir un métier, avec un peu plus de sens ou pas forcément? Et puis déjà en faisant cet état des lieux-là, en général, il y a des pistes qui vont émerger. Donc bien identifier ces pistes-là, peut-être, les noter, les confronter aussi à la réalité, pour être sûr en fait que l'image du métier qu'on a en tête, c'est bien la réalité de terrain. Et de pouvoir, se documenter, c'est vrai, sur, internet aujourd'hui, c'est une grosse source de documentation, mais pas seulement. Pouvoir aussi aller à la rencontre des professionnels sur le terrain, donc faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers, des enquêtes professionnelles, et puis même aller jusqu'à faire des immersions en entreprise, pour à la fois, vivre les choses, on va dire, de l'intérieur et vérifier que ça correspond bien à l'image qu'on en a, et peut-être aussi échanger avec les professionnels, voir les perspectives d'emploi, et cetera. Et puis à partir de là, soit effectivement, ça suffit pour mettre en place, un plan d'action, qu'on va mettre en œuvre. Donc, le plan d'action, c'est quoi? Soit on a déjà un plan d'action et c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut avoir des compétences qui correspondent déjà au métier qu'on vise, et dans ces cas-là, c'est plutôt comment je fais concrètement pour le mettre en place. Ou parfois, il nous manque des compétences, et dans ce cas-là, l'étape formation est peut-être nécessaire. Et donc là, c'est de choisir la bonne formation, d'étudier du coup toute l'offre de formation qui est disponible. Est-ce que je choisis de le faire en présentiel, en distanciel, les deux, d'avoir aussi les retours des professionnels sur ces sujets-là, c'est important. Et puis de voir aussi les possibilités de financement, et donc d'arriver également à un plan d'action qui inclurait une étape par une phase de formation. Donc après, ça, c'est un parcours voilà, qui est, comme je le disais, qui n'est pas forcément le même pour tout le monde, mais c'est des questions aussi à se poser et avoir quand même ces éléments-là en tête. Donc, moi, je l'ai un peu déjà dit en expliquant la démarche projet. C'est ça, c'est ce qu'on met derrière la slide précédente. C'est voilà, bien se questionner sur le métier qu'on envisage, quelles sont les principales missions du métier, les conditions de travail. Donc là, ça renvoie aussi à ce qu'on évoquait. Est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis d'accord pour travailler peut-être loin? Est-ce que les horaires me conviennent? Est-ce que travailler le week-end ou le soir, c'est possible également? Donc compatible du coup avec ses contraintes personnelles, familiales et de santé, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis voir s'il y a une ou plusieurs voies d'accès au métier. Il n'y a pas forcément non plus un chemin possible, il peut y en avoir plusieurs. Donc
voir aussi ce qu'on peut faire et puis ce qu'il est possible de faire par rapport au niveau qu'on a d'études aujourd'hui ou à l'expérience qu'on peut peut-être aussi faire valider. En tout cas, questionner aussi ce qu'il est possible. Alors, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, la possibilité de rencontrer des professionnels qui est fortement recommandée et puis même de faire une immersion. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là, notamment dans le conseil en évolution professionnelle, de pouvoir effectuer des immersions avec une convention de stage. Et cette convention, on va pouvoir la demander sur un site dédié. Ce site permet, donc c'est le site Immersion Facilité là qu'on voit en bas dans le carré jaune. Ce site permet aussi de pouvoir trouver des structures accueillantes, donc vraiment dans le cadre d'une immersion professionnelle, hein, donc de stage court. Hein, on peut immersion, on peut aussi parler de PMSMP, c'est le nom un peu compliqué pour dire période de mise en situation en milieu professionnel, mais tout ça, c'est des synonymes. Et c'est possible aussi sur le site d'Immersion Facilité de trouver des structures qui sont d'accord, des entreprises qui sont portées volontaires pour accueillir des candidats dans ce cadre-là. Et puis, il y a d'autres outils gratuits qui sont à la disposition de tous aussi, où vous allez retrouver des informations sur les métiers. Donc, il y a les fiches métiers de France Travail. Hein, donc, vous avez accès, même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, pas inscrit chez France Travail, vous avez quand même accès à tout un panel d'outils qui sont mis à disposition par France Travail. Et c'est le cas de Métierscope. Donc, il y a ces fiches métiers qu'on retrouve. Le site de l'ONICEP également. Et puis, France Compétences qui met à disposition à la fois des statistiques, des éléments clés, des répertoires, aussi les référentiels sur certaines formations. Donc, tout un tas de documentation qui peuvent vous permettre d'avoir des données sur les perspectives d'emploi et puis comment se porte l'emploi dans le métier que vous visez, dans la région où vous voulez aussi, dans laquelle vous voulez travailler. Hop là. Donc, là, c'est ce que je disais, il y a aussi il peut y avoir des perspectives, des observatoires en fait qui sont aussi régionalisés. Donc là, je vous parlais de sites qui étaient nationaux, mais vous allez pouvoir faire des focus en fait sur les régions, voire même sur des bassins de l'emploi. Donc, il peut en exister dans toutes les régions. Hein, donc là, vous aurez des liens à chaque fois, en fait, hein, que ce soit sur le site de France Travail ou sur France Compétences, vous aurez des liens avec ces observatoires, en fait, plus ciblés. Et puis, ça vous permettra aussi d'avoir accès à des listes d'offres d'emploi et puis à vérifier, en fait, hein, les conditions d'embauche, voir si il y a beaucoup de concurrence sur ces métiers-là ou pas forcément. Enfin, voilà, tout un tas de statistiques qui vont pouvoir vous aider aussi à clarifier les perspectives d'emploi. Et donc, les observatoires, il y a les études BMO, ça veut dire besoin en main-d'œuvre, là que vous voyez sur le côté de l'écran. Ça, c'est une étude qui est proposée par France Travail, qui est actualisée tous les ans pour vraiment vérifier les perspectives d'emploi dans les années à venir. Et puis l'outil Data Emploi aussi qui permet de croiser pas mal d'informations. Et donc, j'évoquais la possibilité de se... Alors peut-être c'est toi Sophie ou je crois. Oui, donc on a vu effectivement, on a déroulé quand on a une idée, les démarches, les points, les étapes qu'il ne faut pas louper effectivement par rapport à ce projet et il y a aussi la situation quand on n'a pas d'idée, on a envie de changer, mais on ne sait pas vers où, vers quoi. Là, il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Il y a différents dispositifs qui peuvent être aidants dans ce sens. Le conseil en évolution professionnelle, hein, qui est un service public gratuit, confidentiel, neutre et impartial et accessible, donc qui va vous permettre d'avoir un conseiller qui vous sera dédié et qui pourra mettre avec vous en place un accompagnement sur un ou plusieurs rendez-vous et au plus proche de chez vous. C'est une co-construction hein, effectivement de l'accompagnement qui se fera avec le conseiller en fonction de vos besoins et de votre disponibilité. Et vous aurez aussi accès avec mon conseiller en évolution professionnelle à un certain nombre d'ateliers, de supports qui vous seront mis à disposition pour vous aider et vous accompagner au mieux dans le travail effectivement de votre projet.
Et il y a des prestations d'accompagnement un peu plus spécifiques, notamment le bilan de compétences, qui est un dispositif effectivement qui, là, centre vraiment son cœur d'accompagnement sur la réflexion, sur le projet, le travail effectivement sur soi. Le bilan de compétences est un dispositif qui est payant, hein, puisque, est financé, pour la majorité du temps, par le CPF. Il y a des prestations aussi spécifiques d'accompagnement pour les personnes en situation effectivement de travailleurs handicapés et pour les personnes et salariés qui ne sont pas actifs actuellement, il y a des prestations d'accompagnement au projet par France Travail. Merci Sophie. Alors je vois qu'on a des premières questions concernant le support. Est-ce que le CEP peut nous aider à répondre à ce questionnement ou faut-il faire un bilan de compétences? Tu vas, enfin, C'est comme tu je peux y aller. Vas-y. En fait, ça dépend de plusieurs choses. Alors, la différence entre l'accompagnement du CEP et le bilan de compétences, déjà, il y a une question de temps. C'est-à-dire que le bilan de compétences, il est encadré, il y a des étapes qu'on retrouve. Hein, c'est le Code du travail qui l'indique, avec une durée qui est au maximum de 24 heures. L'accompagnement CEP est un accompagnement plus court. Hein, on est sur plutôt un appui, on est sur une aide à la réflexion, mais voilà, en termes de temps, on est plutôt sur. On peut proposer un accompagnement qui va jusqu'à 6 rendez-vous. Donc, voilà, on imagine 6 rendez-vous d'1 heure, vous voyez, c'est beaucoup plus court en termes de temps. Après, c'est aussi en général une démarche un peu plus poussée, hein, le bilan de compétences. Hein, on fait vraiment le point sur, avec des outils spécifiques. Hein, il existe des outils spécifiques au bilan de compétences, des logiciels qui peuvent être voilà, des questionnaires, des choses pour questionner la motivation, les valeurs, les soft skills qui sont vraiment propres au bilan de compétences et qui ne peuvent être utilisés que par des conseillers dédiés que ne sont pas les conseillers en évolution professionnelle. Donc, je pense que quand on a envie de faire un vrai point et de se poser vraiment, de prendre le temps, un bilan de compétences, et qu'on n'a pas d'idée, le bilan de compétences est quand même assez intéressant. Après, on peut toujours prendre un premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et puis en échanger avec lui. Et puis après, voir ce qu'on choisit, en fait. Hein. Ça dépend de là où on en est, en fait. Et puis du besoin en fait enfin, si la personne est autonome, à l'aise avec un certain nombre d'outils numériques, puisqu'on peut pousser quand même un certain nombre d'outils dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, ça peut peut-être être suffisant, effectivement. Mais comme le disait effectivement Mélina, quand ça a besoin, quand on part, les gens ont vraiment besoin de se poser, de faire un travail d'introspection, de pouvoir poser les choses, réfléchir. Le bilan de compétences pourra peut-être effectivement plus recommandé pour pouvoir travailler ce sujet du projet professionnel en prenant le temps effectivement dédié à ça. Le conseil en évolution professionnelle, lui, il permettra d'avoir des temps d'interaction, de pouvoir faire avancer aussi la démarche et la réflexion, mais ça demandera aussi beaucoup plus de travail individuel. En rappelant aussi que l'une des principales différences entre le bilan de compétences et le CEP, c'est que le CEP est gratuit, ce que le bilan de compétences n'est pas. C'est ça, tout à fait. Alors, on a d'autres questions également. Alors, peut-on faire de l'immersion en étant en arrêt de travail? Oui. Oui. Il faut avoir l'accord de la CPAM, donc quand même, puisque vous êtes sous indemnité journalière, donc il faut avoir un accord. Donc en fonction des régions, les démarches ne sont pas tout à fait les mêmes, mais oui, c'est possible. Et il faut avoir l'accord en fait, du médecin conseil. Donc, si je parle pour la région Bretagne, en tout cas, le Morbihan, ça fonctionne plutôt bien. Mais oui, il faut informer la CPAM. Une autre question. J'ai déjà fait un CEP il y a 2 ans. Est-ce que je peux en refaire un? Tout à fait. On peut faire un CEP à chaque fois qu'on en a besoin. On peut revenir effectivement, solliciter, un appui, un accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle dès qu'on en a besoin tout au long de parcours professionnel. Et peut-être une dernière question avant de poursuivre. Concernant les prestations spécifiques pour travailleurs handicapés, oula, attendez, j'ai perdu ma question. Où se renseigner, s'il vous plaît, sur les dispositifs spécifiques?
Alors, ça dépend ce dont vous avez sur les prestations spécifiques d'accompagnement que vous pouvez avoir. Ça va dépendre de votre statut déjà aussi, par rapport à si vous êtes salarié actif ou si vous êtes salarié en recherche d'emploi. Les dispositifs d'accompagnement ne vont pas être les mêmes. Ça dépend aussi si la situation la situation de santé, de problématique de handicap vient interférer sur votre projet professionnel ou pas. Toutes ces questions-là sont vues en amont, par le conseiller en évolution professionnelle. Je pense que dans un premier temps, appeler le conseiller en évolution professionnelle pour voir faire un point et voir effectivement si vous Mmh. avez besoin d'une prestation spécifique, ça se fera dans un second temps. On pourra le voir avec Je pense l'AGFIP, qu'on par exemple. va poursuivre. Il y a beaucoup de questions sur le CEP. On va en parler vraiment à une partie Ouais. dédiée un peu plus tard. Donc, on va peut-être poursuivre pour l'instant la présentation sur justement les dispositifs utiles pour Mmh. une reconversion. Donc, un des dispositifs mobilisables quand on est salarié et qu'on privé et qu'on souhaite se former, c'est de mobiliser un transition professionnelle. Donc, c'est l'ancien CIF pour ceux qui ont peut-être entendu parler du CIF. Depuis 2020, il porte ce nom-là, donc on retrouve le PTP. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre un congé pour se former. Donc, il y a des conditions pour pouvoir y prétendre. Si on est en CDI, il faut justifier de 24 mois d'activité et au moins 12 mois d'ancienneté dans son entreprise actuelle. Alors, c'est au moment de la formation. Et puis, si on est en CDD, c'est possible aussi de mobiliser un PTP pour, à l'issue du CDD, de pouvoir entrer en formation. Et dans ce cas-là, ce n'est pas France Travail qui vous rémunère pendant la formation, mais c'est l'organisme qui finance les PTP qui s'appelle Transition Pro. Donc, il existe un Transition Pro par région. Ils peuvent financer à condition que la formation soit bien qualifiante, certifiante, donc ils figurent sur les deux répertoires qui sont mentionnés, donc le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ou le répertoire spécifique. Et donc Transition Pro, donc il faut leur déposer une demande de financement. On peut financer le coût pédagogique et la rémunération et les frais annexes s'il y en a également avec des conditions, mais en tous les cas, ça apporte en général sur le coût pédagogique et la rémunération. Alors, il y a plusieurs choses qui sont regardées par Transition Pro pour qu'ils choisissent de financer votre projet. Ils vont vous demander d'expliquer, d'avoir une certaine cohérence dans votre projet. Donc, si vous avez fait les différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure, normalement, ça répond à ça. Si vous avez expliqué pourquoi vous avez choisi cette formation-là et voilà, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre future recherche d'emploi, et puis les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Après, il peut y avoir également des priorités en fonction de la région dans laquelle vous travaillez. En gros, Transition Pro est organisée ils organisent des commissions. À chaque commission, il y a un budget qui est alloué. Donc, s'ils peuvent répondre à toutes les demandes positivement, à condition que vous répondez bien aux 3 critères ici, bon, j'ai envie de dire tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, il y a des priorités après par région pour voir quel projet on finance plus qu'un autre. Donc, en général, c'est souvent porté sur les métiers porteurs, les niveaux d'études. Enfin, il y a différentes conditions en fonction. Et donc, juste peut-être quand même repréciser sur le projet de transition professionnelle, vous restez bien salarié de l'entreprise quand vous êtes en CDI. Et c'est aussi intéressant puisque ça vous permet d'avoir aussi une sécurité de l'emploi. Même si souvent le projet n'est pas forcément de rester dans l'entreprise dans laquelle on travaille, mais vous pouvez y rester, vous ne perdez pas votre travail, vous gardez bien votre CDI et vous récupérez à la fin de la formation, si vous le souhaitez, un poste, le même poste ou un poste identique. Vous pouvez aussi mobiliser ce qu'on appelle la démission reconversion. Donc, c'est un dispositif qui est assez récent, qui s'est déployé aussi à partir de l'année fin 2019-2020, qui permet en fait à des salariés qui sont en CDI ou qui peuvent justifier en tous les cas de 5 ans d'activité continue de pouvoir bénéficier de cette démission reconversion. Donc, ça marche, c'est mobilisable quand il s'agit d'une reconversion avec un projet de formation.
Là, il n'y a pas de notion de certification, de qualification. Et ça marche également pour les projets de création ou reprise d'entreprise. Donc, il y a des étapes à respecter. C'est un dispositif qu'on actionne. Donc, déjà bien vérifier qu'on est dans le cadre. C'est France Travail qui le donne. Donc, c'est important puisque l'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir, à l'issue de la démission, être indemnisé par France Travail. Donc, il faut bien vérifier ces 5 ans d'expérience demandée. Et puis là, ça va être un des seuls cas, enfin un des cas en tous les cas où l'accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle est obligatoire pour bien travailler le projet avec lui. Et un dossier est à constituer pour démontrer le côté réaliste et réalisable, on va dire, du projet. Une fois et ça, c'est à mobiliser avant la démission, et c'est important parce que c'est aussi un des critères du dispositif. Une fois constitué, tu as déposé auprès du Transition Pro de notre région, et puis c'est la même commission qui va attester du côté réel et réalisable et sérieux, comme indiqué, du projet. Et une fois que vous avez l'attestation de Transition Pro en poche, là, vous pourrez vous inscrire comme demandeur d'emploi et puis lancer le projet dans les 6 mois qui suivent votre inscription. Donc, c'est un critère aussi qu'il faut bien respecter puisque ça peut mettre en jeu l'indemnité versée par France Travail derrière. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que le projet ait déjà été lancé avant la mobilisation du dispositif. Ça fait vraiment partie des critères aussi, c'est ce qu'on rappelle. Autre outil mobilisable, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Donc, ça, souvent, on le connaît bien. C'est un compte qui est aligné en fonction de son temps de travail. Donc, pour les salariés qui travaillent au moins l'équivalent d'un mi-temps sur l'année, c'est 500 € d'abondement par an, dans la limite de 5 000 €. Et pour les personnes qui seraient reconnues travailleurs handicapés ou pas de niveau d'études, donc pas de niveau CAP, BEP attesté, il peut y avoir une majoration de 500 €, ce qui ramène l'abondement à 800 € et avec un plan. Et donc après, il y a plusieurs formations qui sont éligibles et que vous pouvez financer avec votre CPF. On peut financer des formations bien sûr qualifiantes, certifiantes. Donc on retrouve toujours les mêmes critères. Il faut qu'elles soient inscrites sur le répertoire, le RNCP ou le répertoire spécifique. On peut financer tout ou partie. On parle aussi, les formations sont organisées par bloc de compétences. Donc, on peut ne financer qu'un bloc de compétences si on le souhaite. On évoquait le bilan de compétences tout à l'heure. Donc, c'est finançable avec le CPF. Et puis, on peut aussi financer de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement pour une validation des acquis et de l'expérience, c'est ce qu'on appelle la VAE. La certification CLEA, qui est plutôt une remise à niveau sur les savoirs de base. Et puis aussi l'accompagnement pour la création, la reprise d'entreprises qui peuvent être proposées par les chambres consulaires, par exemple. Et puis, on peut aussi financer des formations qui vont participer à l'employabilité, dont le permis de conduire. Donc, la formation, elle peut se dérouler sur temps de travail ou hors temps de travail. Si c'est sur du temps de travail, il faut demander l'autorisation d'absence à son employeur, tout en sachant qu'il n'a pas l'obligation d'y répondre positivement. En revanche, si vous décidez de le faire hors temps de travail, il n'y a pas besoin de demander l'accord de votre employeur et c'est bien un compte personnel de formation, donc votre employeur n'est pas informé de la mobilisation du CPF. À savoir aussi que la prise en charge ne porte que sur le coût pédagogique. Donc, le CPF ne va financer que cette partie-là et qu'à hauteur des droits que vous avez sur votre CPF. Donc, après, ça peut être, on peut compléter, on peut avoir des abondements en fonction de sa situation. Donc, on peut avec l'accord de son employeur, puisque c'est un projet qui peut aussi servir l'entreprise ou l'évolution en interne, avoir un abonnement de son employeur. Il a la possibilité de pouvoir ajouter aussi à hauteur de ce qu'il souhaite. L'assurance maladie, dans certaines situations, effectivement, et notamment sur les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, peut aussi abonder le CPF, France Travail.
Et puis, on a aussi l'abondement qui est lié au compte professionnel de prévention, ce qu'on peut aussi appeler le compte de pénibilité, c'est un système de points qui vont venir en plus et qui sont possibles pour des métiers avec des conditions de travail reconnues pénibles, le travail de nuit, le travail avec des horaires peut-être parfois aussi décalés, dans le froid, dans la chaleur, enfin, les situations un peu extrêmes, ça peut aussi amener des points qu'on peut convertir en euros sur son CPF. Et puis, il existe aussi l'abonnement personnel qui n'est pas évoqué ici, mais c'est vrai qu'on peut compléter aussi par un paiement personnel, si on le souhaite, son CPF. Alors, depuis, ce qu'on précise ici, c'est que depuis le mois de mai de cette année, a été mis en place un ticket modérateur. Ça veut dire que pour toute mobilisation du CPF par un salarié, un reste à charge de 100 € sera demandé. Donc, il y a quand même des exceptions pour les demandeurs d'emploi, donc des personnes aussi qui peuvent avoir un double statut, un demandeur d'emploi et travailleur, du coup, ça fonctionne. Les personnes qui vont bénéficier d'un cofinancement de la part de leur employeur, là, on parle de l'OPCO. Donc, l'OPCO, c'est un organisme que l'employeur peut mobiliser pour financer de la formation. C'est l'initiative de l'employeur. Et puis, en fonction des branches métiers dans lesquelles on travaille, il peut y avoir aussi des accords qui permettent de ne pas payer ces 100 €. Et puis, les personnes qui vont mobiliser leur compte professionnel de prévention, là, le C2P, vont pouvoir aussi être exonérés des 100 €. Tout comme ceux qui bénéficient de l'abondement par la CPAM, donc en cas d'arrêt de travail, d'accident de travail, ou de maladie professionnelle. Alors, on a eu quelques questions qui sont sorties depuis. Alors, si on prend un petit peu, pouvez-nous nous dire quelle est la moyenne des délais de traitement des dossiers? Alors, je ne suis pas certaine qu'on ait l'indication, Alors, si mais on parle du PTP, PTP, si, après, il y a des choses qui sont décidées au niveau national. Donc, le PTP, il faut déposer les demandes chez Transition Pro au plus tard 3 mois avant le début des formations. Et il faut avoir l'accord de son employeur au préalable, en sachant qu'il a 1 mois pour faire un retour. Donc, on préconise de faire la demande à son employeur au plus tard 4 mois avant le début de la formation. Et puis, pour les dispositifs d'émission reconversion, c'est pareil. Donc, là, les délais de traitement peuvent varier, mais normalement, le Transition Pro a jusqu'à 2 mois pour donner un accord sur le projet. Et puis, il faut rajouter derrière son temps de préavis, puisque ce qui est préconisé, c'est quand même de démissionner avec l'accord de la commission. Donc voilà, au plus 2 mois de traitement, plus le délai de préavis pour pouvoir s'inscrire derrière chez France Travail. Donc, souvent, il y a des préavis d'1 mois, mais si on a des préavis plus longs, 2, 3 mois, faut les prendre en compte aussi. Ouais. Et puis pour le CPF, on peut mobiliser son CPF jusqu'à 10 jours avant le début des formations. Donc, 14 jours ouvrés, avant le début des formations. Donc, il faut s'y prendre aussi un petit peu en avance, mais on a un peu plus de temps. Mais en tous les cas, parce qu'il y a un délai de rétractation qui s'applique, en fait, et on préconise de le faire même un petit peu en amont, puisque le temps de traitement, il peut y avoir un petit traitement administratif. Donc, au plus tard 3 semaines avant le début de la formation, c'est un délai qui est entendable. Et pour continuer sur le PTP, est-ce que l'employeur peut refuser un départ d'un salarié sur un PTP? Alors, dans les faits, il ne peut pas refuser, il peut reporter. Donc, on joue un peu sur les mots, mais on va dire oui, il peut refuser. Il peut reporter une fois, en fait, le projet. Donc, ça doit être motivé. Après, il faut qu'il y ait des raisons qui font que l'entreprise immédiatement ne peut pas se séparer de son employeur, mais c'est un report, ce n'est pas un refus. Il ne peut absolument pas refuser par rapport au motif du projet professionnel, mais plus pour un problème d'organisation interne lié au départ du salarié. Et pour une immersion, justement, comment avoir une convention de stage? Par le CEP. Ouais, alors il faut quand même qu'il y ait un accompagnement d'engagé. Donc voilà, il faut quand même qu'on vous connaisse dans la structure et puis que vous ayez un accompagnement qui se mette en place avec un conseiller en évolution professionnelle. Et puis après,
Voilà, c'est assez simple, hein, effectivement. En passant par le site, c'est assez rapide, tout est dématérialisé. Maintenant, c'est à vous de l'organiser avec votre emploi. C'est-à-dire que c'est soit vous pouvez le faire sur votre temps de travail avec l'accord de votre employeur, soit il faut le faire en dehors du temps de travail et il faut s'organiser aussi pour. Donc, après, il n'y a pas de durée. Enfin, ça reste des immersions courtes. Hein, donc, si on peut prendre une semaine de congé, tant mieux. Mais si on prend que 2 ou 3 jours, c'est bien aussi. Ça peut être sur des temps de congé payés, sur des temps où on ne travaille pas. Nous, on est assez souple. Après, je pense que ça dépend aussi des régions, mais il peut y avoir des organisations un peu différentes, mais ça peut être étalé sur plusieurs semaines. Je sais pas, quelqu'un qui travaille jamais le lundi, par exemple, pourrait faire une immersion sur 2 ou 3 lundis d'affilée, par exemple. Mais c'est quand même charge aux salariés de l'organiser, de déjà trouver son lieu d'immersion et puis de trouver l'organisation. On a quelques questions aussi qui se répètent concernant la fonction, enfin le statut fonctionnaire et le dispositif reconversion, d'émission reconversion. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Oui, aujourd'hui, ça concerne bien les salariés du secteur privé. Alors, je suis désolée si vous entendez la pluie, parce que à Morbihan, il pleut beaucoup. Du coup, c'est malheureusement pas disponible pour les salariés du secteur public. Donc, ouais, aujourd'hui, ça concerne vraiment les salariés avec un contrat de droit privé, quoi. Merci Mélina. Il y a encore d'autres questions, hein, elles sont parfois un petit peu précises. N'hésite pas, Mélina, à aller voir un petit peu les questions, toi aussi, ou Sophie, sur le chat. Vous êtes nombreux, hein, à poser des questions. On a une question, hein, pourquoi les abondements sont gérés de façon régionale? Est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça, Sophie? Les abonnements? On parlait tout à l'heure d'abondement, je crois, par rapport à un dispositif. Non, ce qui est l'impact de la région, il est sur les PTP, par exemple, sur la liste des métiers, effectivement, qui a été définie, dans la région comme métier porteur et puis un certain nombre de critères, mais qui sont liés effectivement à une décision, régionale. Mais ça concerne pas un abondement, en fait, ça va, comment dire? Ça va classifier effectivement, les demandes de PTP, par rapport à quand l'enveloppe est insuffisante, et bah, pour pouvoir trancher effectivement, quel est le PTP qui sera accordé et celui qui ne le sera pas. Mais on n'a pas ça touche pas l'abondement. On a une question aussi, je pense toujours sur le PTP. Combien de stages en immersion est-il possible de faire via une convention? France Travail. Alors il y a 2 choses là, il y a France Travail alors France Tra donc Ouais, il y a 2 choses. il y a, donc pour, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle où il est possible effectivement de faire des immersions, on ne limite pas, mais on regarde quand même à ce qu'il n'y ait pas non plus d'abus et que ça serve bien, le travail du projet, et de permettre à la personne d'avancer. Donc voilà. Et pour, ce qui concerne France Travail, donc c'est les PMSMP qui sont utilisés. Sur, les PMSMP, ça va dépendre peut-être là un peu des agences, mais je peux faire 2 ou 3 PMSMP, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Après, ce qui va être important de regarder, c'est la durée effectivement de chacune de ces PMSMP. Peut-être que si on parle un peu du CEP, ça pourrait aussi, répondre à certaines de vos questions. Je pense qu'on peut avancer sur, Mmh. le fameux service, hein, le cœur de tout cet événement, le CEP. Alors, donc le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Donc on l'appelle CEP. Donc c'est en fait un dispositif, d'un processus d'appui, hein, à tous les salariés et les indépendants qui a été, mis en place pour permettre de faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie qui va viser à une évolution professionnelle. Donc c'est pas une enfin voilà, c'est vraiment un dispositif d'appui et de soutien et le travail du projet, ce n'est pas systématique. Enfin voilà, ça peut être aussi, juste un lieu d'information, de conseil,
pour pouvoir aussi avancer, par rapport à sa propre à son propre projet. C'est gratuit, ça c'est important. Donc effectivement, on a parlé d'un certain nombre de dispositifs. Celui-ci est un service public qui est gratuit, confidentiel. Les échanges se font entre le salarié et son conseiller. Rien n'est transmis à l'externe. Neutre, puisqu'effectivement le conseiller, se doit de rester effectivement, neutre dans les décisions qui seront prises. Lui apporte les éléments et les informations nécessaires à la personne pour qu'elle puisse prendre des décisions éclairées et justes, mais c'est bien la personne qui reste maître du jeu et qui décidera effectivement de ce qu'elle mettra ou pas en œuvre derrière. Accessible, effectivement, l'objectif était de pouvoir proposer ce dispositif au plus près, des actifs. Donc il y a un certain nombre, de lieux, où, le conseil en évolution professionnelle est proposé en présentiel dans toutes les régions et impartial effectivement puisque, on n'a pas du tout de relation, on ne joue pas, on ne pèse pas un poids ou pas par rapport à des décisions sur des dispositifs comme le PTP ou des choses comme ça. C'est vraiment, voilà, nous on reste impartial dans le traitement effectivement des dossiers. Puis il existe, un site internet? Oui, tout à fait. Alors, comment trouver son conseiller en évolution professionnelle? Il suffit de se connecter effectivement sur www.mon-cep.org et en fonction de votre statut, de votre région, de votre ville, vous aurez les coordonnées pour pouvoir appeler votre conseiller en évolution professionnelle au plus proche de chez vous. Ce Pour qu'il faut qui? ce qu'il faut savoir effectivement, voilà, c'était pour qui? On parle du conseil en évolution professionnelle, donc Avenir Actif, le porte pour les salariés et les indépendants, donc les salariés du secteur privé, les indépendants, les intérimaires, l'APEC va le porter pour les cadres. Les demandeurs d'emploi peuvent aussi en bénéficier avec France Travail. Pour les moins de 26 ans, ce seront les missions locales qui accompagneront dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et dans le cadre des personnes en situation de handicap, c'est Cap Emploi, mais uniquement lorsque la situation, de santé vient interférer ou le handicap vient interférer sur le projet professionnel. Autrement, c'est Avenir Actif qui prendra, la personne effectivement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et donc l'objectif du conseil en évolution professionnelle, hein, c'est, on a déjà évoqué pas mal de choses, mais c'est, pouvoir travailler, avec les salariés au projet d'évolution, hein, professionnelle, voir les possibilités aussi en termes de développement des compétences, donc par la formation, notamment. La formation, la VAE, la validation des acquis et de l'expérience également. Travailler avec les salariés, les indépendants, les projets de reconversion, de transition professionnelle et puis aussi pouvoir être, conseiller, sur de la reprise ou de la création d'entreprise, même si on ne se place pas en tant qu'expert de la création ou de la reprise, mais pouvoir, voilà, échanger sur les accompagnements qui sont possibles localement sur ces sujets-là, sur les aides, qui sont possibles également. Aider aussi à y voir plus clair, clarifier les certifications professionnelles existantes et puis travailler plus largement, enfin aussi, enfin à la fois des mobilités internes et externes. C'est vrai on pense souvent externe, mais ça peut être aussi travailler des projets en interne d'une entreprise, une évolution. Peut-être aider aussi à travailler sur la question des entretiens professionnels, entretiens annuels, qui peut permettre aussi d'évoquer avec son manager certaines envies. Et donc, on est sur un parcours qui est visualisé, adapté, hein, en fonction, de votre problématique, de vos envies, de vos attentes, hein, on part de vous. Donc, on essaye de clarifier le besoin avec vous et puis déjà de vous donner un premier niveau d'information, hein, sur les métiers, sur l'ordre de formation qui existe, sur, les outils, qu'on évoquait tout à l'heure pour, mieux comprendre, mieux analyser le marché de l'emploi.
les dispositifs qui sont possibles à mobiliser également. On est là pour vous donner les différentes possibilités, à vous de choisir après ce qui vous semble le plus adapté à votre situation. Et puis en fonction aussi, voir comment on peut vous accompagner sur la mise en œuvre de ces sujets-là. Et puis, on n'est pas sur des parcours types. On construit avec vous. On parlait de co-construction tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. On est là pour avancer avec vous et puis de vous aider dans l'élaboration de ce projet. Mais ça reste vous qui êtes décisionnaire. Et on est là pour vous donner les différentes dimensions du projet pour que vous puissiez faire des choix éclairés. Donc, on a parlé effectivement tout à l'heure de comment trouver son conseiller en évolution professionnelle. Donc, toujours sur le site de www.mon-cep.org. Vous l'avez à l'écran, donc vous aurez effectivement, je trouve mon conseiller, vous aurez à rentrer votre situation professionnelle, votre localisation et puis le périmètre effectivement de mobilité qui est le vôtre pour pouvoir trouver effectivement qui est votre conseiller. Vous aurez un numéro à appeler effectivement, un numéro vert pour prendre rendez-vous. Il vous sera proposé effectivement un rendez-vous en présentiel ou en distanciel en fonction de votre choix, ce qui vous permettra effectivement, comme l'a dit Mélina, d'avoir un premier entretien de diagnostic pour pouvoir poser les choses, pouvoir exprimer votre besoin et de voir et construire avec votre conseiller l'accompagnement nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à la question que vous aviez lorsque vous nous avez sollicité. Sur le site aussi, vous avez la possibilité de pouvoir prendre aussi en ligne un rendez-vous avec une chargée d'information si vous souhaitez sur des créneaux pour pouvoir être appelé si vous n'avez pas la possibilité d'appeler au moment où vous vous connectez. Merci Sophie. Alors, je vois qu'on a aussi des questions par rapport à tout ça. Une question de Céline. Je suis cadre et demandeur d'emploi. Je passe par qui? APEC ou France Travail pour la période d'immersion? Ce qui est important de savoir, c'est qui est le conseiller qui vous suit. Est-ce que c'est un conseiller APEC? Est-ce que vous êtes suivi dans un dispositif APEC ou si vous êtes chez France Travail? Et en fonction de ça, la demande, vous la ferez auprès de votre conseiller référent qui pourra mobiliser effectivement la PMSMP, notamment par France Travail. La personne répond les deux. Les deux? Au choix. Au choix. Au choix. Voilà. Tout à l'heure, j'avais une question. Alors, il y a peut-être une différence assez notable, mais c'est la différence entre un conseiller CEP et un conseiller France Travail. On l'a vu tout à l'heure, c'est au niveau de votre statut, finalement, je crois. On l'a vu sur la slide, c'est simplement une question de statut. Et après, c'est le même service, tout le monde. Enfin, je laisse les collègues préciser. Le service, c'est le même, tout à fait. J'ai vu par contre passer aussi une question concernant les salariés frontaliers. J'ai cru la voir dans le déroulé. Pour pouvoir bénéficier du conseil en évolution professionnelle, en fait, on va regarder l'entreprise de rattachement. En fait, vous êtes salarié dans quelle structure? Et je pense qu'il faut effectivement que l'entreprise soit sur le territoire français puisque c'est un dispositif de la France. Je vois une question à laquelle je peux répondre aussi. De qui dépend mon CP.org? Eh bien, c'est France Compétences qui gère ce site internet. Donc, voilà. Alors. Une question, alors ça va assez rapidement. Dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, les 5 années doivent-elles être toutes en CDI et sans interruption? Alors, pas forcément toutes en CDI, non, mais sans interruption, oui. Alors, il existe un simulateur qui est mis en place par France Travail pour vérifier si vous êtes bien dans le cadre. Mais il faut avoir travaillé 1300 jours sur les 5 dernières années. Donc, il va falloir rentrer toutes les années, tous les temps de travail, donc du premier au dernier jour de contrat. Donc,
Si ça s'est enchaîné, on va dire, voilà, vous terminez un contrat un vendredi, vous repartez un lundi sur un autre contrat, genre, il n'y a pas de souci. Après, c'est s'il y a eu des jours ouvrés d'interruption, effectivement, là, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, passer par le simulateur. Alors ça, on vous le redira quand vous entamerez un accompagnement, mais c'est notre outil aussi et c'est un simulateur qui est public. Hein. Donc, simulateur France Travail pour les allocations chômage. Réponse, si j'ai été en arrêt maternité dans les 5 ans, est-ce que ça annule les 5 ans consécutifs? Non, ça marche. Il faut être en contrat, en fait. Hein. Ça dépend. Je dirais, si la personne est restée en contrat de travail, il n'y a pas de problème. Si par contre, effectivement, elle était sans contrat, oui, là, ça veut dire que elle repart de zéro à la fin de son congé maternité. Mais non, à partir du moment où on a un contrat de travail avec un employeur, ça fonctionne, même le congé parental, en fait. Bon, la personne a toujours été en contrat. Donc, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention j'ai déjà accompagné des personnes, par exemple, qui arrêtaient un contrat. J'ai un exemple là en tête, un 31 juillet, pour partir sur un autre contrat, un autre CDI, prenait ses 3 semaines de congé, mais sans être en contrat, et elle est repartie sur un CDI, je sais pas, 20 août, par exemple. Effectivement, ça l'a exclue du dispositif. Même si elle avait toujours travaillé, elle est repartie à zéro puisqu'elle avait été 3 semaines sans contrat. Donc, il faut quand même faire attention à ça. On a une question de Stéphanie. Quel conseil auriez-vous lorsqu'on souhaite se reconvertir dans un domaine complètement différent, qui nécessiterait peut-être de reprendre une plus longue formation et que vous n'avez pas forcément la possibilité? Là, c'est compliqué de répondre comme ça. Il y a plusieurs options. Après, il y a des fois des projets qui s'étudient sur du long terme, donc il faut vraiment étudier la question du financement. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'il y a toujours deux sujets. Alors, changer complètement, c'est habituel. Enfin, pour nous, c'est un peu notre quotidien. Donc ça me pose pas trop de problèmes. C'est plutôt sur la longueur de la formation. Il faut quand même avoir en tête que effectivement, il y a des temps limités de financement. On parlait du PTP tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est 1 année ou 1200 heures de formation qui peuvent être financées dans ce cadre-là. Et si on peut aussi évoquer la piste de suivre une formation en étant demandeur d'emploi, là, on est contraint par le temps d'indemnisation de France Travail. Donc voilà, ça n'empêche pas, mais il faut aussi l'avoir en tête et peut-être parfois préparer des projets qui sont sur des temps plus longs que l'indemnisation France Travail, peut-être anticiper pour avoir un peu d'argent de côté. Mais c'est un peu du cas par cas, c'est compliqué de répondre comme ça, mais rien n'est impossible, mais je pense que ça se prépare, vraiment. J'aurais envie de répondre qu'il faudrait se contacter un conseiller en évolution professionnelle. Exactement, ouais. Et donc, pour avoir une réponse plus détaillée. C'est ça, parce qu'il faut bien avoir en tête ce que je disais, le pôle comment je vis pendant la formation et puis comment je finance la formation. Mais c'est bien deux choses différentes, en fait. Et vraiment un conseil, effectivement, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif gratuit. C'est déjà une première porte d'information, de conseils qui vous est offerte. Ça peut aussi vous permettre effectivement de pouvoir commencer à poser les choses et de voir effectivement quelle est la temporalité, quels sont effectivement les dispositifs que vous pourriez mobiliser ou pas. Voilà, ça n'engage à rien, si ce n'est que ça peut vous apporter beaucoup de choses et en tout cas apporter un premier éclairage. J'ai lu une question aussi similaire un peu plus tôt. On disait justement quand on fait une reconversion, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant auprès de futurs employeurs? Moi, je pensais justement aux compétences transversales, mais peut-être que vous avez d'autres conseils, Mélina, Sophie. Alors oui, clairement, je pense qu'il faut travailler sur les compétences, on est d'accord, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de penser aux liens qu'il peut y avoir entre deux métiers. Donc ça, c'est important d'avoir travaillé là-dessus pour bien s'exprimer aussi et faire passer le message au futur employeur. Et puis adapter son CV, ses lettres de motivation, etc. Et puis, je pense qu'il y a la question aussi quand même, moi, je vois de l'enjeu. Souvent, les gens qui souhaitent changer de métier, il y a quand même... on le fait à un certain âge, donc on a quand même des contraintes personnelles.
Et donc souvent, voilà, il faut que ça fonctionne. Enfin, souvent, c'est des gens motivés. Enfin, il y a quand même une motivation, voilà, qui est, je dis pas qu'elle n'est pas présente pour les autres, mais en tous les cas, voilà, souvent les gens qui entament des reconversions, c'est aussi des gens qu'on fait tout un travail en amont et il y a une certaine motivation qu'on peut mettre en avant aussi. Je pense qu'il y a cette question-là. Après, c'est vrai que ça reste encore du cas par cas. Ça dépend des parcours des uns et des autres, mais voilà, je pense qu'on peut mettre ça aussi en avant, la motivation, l'enjeu que ça représente aussi de changer comme ça de métier. Oui, et je vois une autre question. Est-ce que les employeurs sont plus ouverts ou non à la reconversion? Je pense que c'est encore une fois très... Alors, on a un outil, ouais, je pense que... Alors, on en entend beaucoup parler, ça existe quand même depuis longtemps, mais c'est vrai que là, la possibilité aussi de faire des immersions, de rencontrer, de faire des enquêtes métiers, ce genre de choses, ça permet aussi de rencontrer peut-être en amont les candidats et puis de faire connaissance et puis de changer peut-être des fois la vision que les employeurs peuvent avoir des personnes en reconversion. Et puis, bien souvent, voilà, je trouve que de plus en plus, mais c'est peut-être juste mon ressenti, non, ils ne sont pas fermés aux reconversions, hein, pas du tout. Hein. Enfin, faudrait regarder les taux d'emploi que j'ai pas là en tête, mais je sais qu'il y a quand même des bons retours à l'emploi après, notamment les PTP par exemple. Donc je pense que à partir du moment où on arrive à montrer une certaine motivation et à montrer qu'on est compétent, ça fonctionne. J'ai une question aussi. Enfin, une personne a répondu qu'il voulait être suivie par toi, Mélina, mais je ne crois pas qu'on choisit son conseiller. Il faut habiter en Bretagne, il faut habiter dans le Morbihan. Alors peut-être. Oui, alors la dame elle habite Pontivy, mais ce sont nos collègues, effectivement, qui assurent mon CEP sur Pontivy. Effectivement, il y a une agence sur Pontivy. J'ai mis le numéro vert pour la Bretagne dans le chat. Il y a un numéro vert par région pour ceux qui sont salariés et travailleurs indépendants. Ouais, ils sont suivis par Avenir Actif. C'est vrai que je ne sais pas si c'était clair, mais en fait, on est accompagné en fonction de la région dans laquelle on habite ou on habite du coup. Donc, c'est par rapport au lieu d'habitation. Donc, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Pour tous ceux qui ont encore des questions et pour ceux auxquels on n'a pas pu répondre, voilà, vous pouvez retrouver ce webinaire déjà en replay. Il y en aura d'autres aussi webinaires. Et pour ceux qui ont vraiment un projet déjà en tête, je vous invite à contacter un conseiller en évolution professionnelle en passant sur le site qui est à l'écran, donc www.mon-cep.org. Et un conseiller ou une conseillère, je pense, pourra vous guider, vous conseiller sur votre projet. Ça peut être n'importe quelle question, ça peut être un projet de reconversion, oui, mais ça peut être une question aussi de votre poste aujourd'hui, vous avez un futur entretien avec un manager, vous voulez en savoir, savoir plus, vous préparer davantage. Ça peut être aussi ça, le CEP. Et c'est surtout tout au long de son parcours professionnel. Exactement. C'est ça, on ne se trompe pas en étant salarié ou indépendant, en prenant rendez-vous avec un conseiller. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend, mais non, si on sent qu'il y a besoin, il faut y aller. Il n'y a pas de sujet forcément préétabli. Merci à tous et puis très bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.